La plupart des gens deviennent fous après la 4e nuit, dit le vampire en faisant tournoyer le liquide rouge rubis dans son verre de cristal. Ceux qui peuvent supporter la 5e nuit sont une minorité, mais ceux qui atteignent la 7e nuit, il s'interrompit, ses yeux argentés parcourant le visage de la femme. Une seule personne n'a jamais atteint la 7e nuit, et elle a choisi de rester. La main de Mara se crispa sur le bord du fauteuil. « Je suis différente, » dit-elle en essayant de faire paraître sa voix déterminée. « Je vais simplement prendre l'argent et partir. » Le vampire la regarda si longtemps que la femme pouvait sentir le poids des siècles dans ses yeux. « Vraiment ?» dit-il finalement. « Nous verrons bien, car la première nuit n'est même pas encore terminée. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds de promesses non dites et de menaces cachées. Mara se força à soutenir son regard, bien que chaque instinct en elle criait de détourner les yeux, de fuir, de franchir cette porte massive et de ne jamais regarder en arrière. Mais elle ne pouvait pas. Pas quand sa mère était mourante, pas quand les usuriers frappaient à leur porte, pas quand sa jeune sœur n'avait d'autre avenir que la même pauvreté désespérée qui engloutissait leur famille depuis 3 générations. Cette nuit, seulement cette nuit au château cramoisi, et tous leurs problèmes seraient résolus. Si elle survivait. 3 jours auparavant, Mara était assise dans la chambre glaciale de leur petite maison au bord du village de Tornevam et comptait les factures sur la table en bois branlante devant elle. Les chiffres se brouillaient devant ses yeux fatigués, mais leur signification était cristalline, il n'avait plus rien. L'apothicaire avait refusé de donner plus de médicaments à sa mère sans paiement anticipé. Le propriétaire avait menacé d'expulsion, et les hommes à qui son défunt père devait de l'argent, des hommes au visage dur et au poing plus dur encore, avaient fait comprendre qu'il accepterait bientôt d'autres formes de paiement. Sa sœur Élise, âgée de 16 ans, était assez belle pour obtenir un bon prix, avait-il dit avec des sourires grimaçants. Mara avait senti quelque chose en elle se briser et se reformer à ce moment-là, plus dur et plus désespéré. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle à travers les rues embrumées après avoir perdu son 3e emploi de la journée, les commerçants ne voulaient personne associé à la famille maudite, elle remarqua la calèche noire. Elle se tenait devant la taverne délabrée à la limite du village, tirée par 4 chevaux si noirs qu'ils semblaient absorber la peu de lumière. Un blason était gravé dans la porte de la calèche, un phénix élevant dans les flammes entouré de ronces d'épines. « Tu es Marathon ?» Ce n'était pas une question. Mara se retourna et trouva un homme. Non, elle se corrigea immédiatement, clairement pas un homme ordinaire, qui sortait de l'ombre du bâtiment. Il était grand, sa silhouette mince mais clairement puissante sous son manteau noir sur mesure. Son visage était d'une beauté impossible, tout en angle aigu et en peau pâle, qui brillait dans la faible lumière. Mais c'étaient ses yeux qui la retenaient, argentés comme du clair de lune fondue, anciens d'une manière que des yeux mortels ne pourraient jamais. « Oui », répondit-elle, sa main se déplaçant instinctivement vers le petit couteau à sa ceinture. « Qui demande ? Quelqu'un qui peut offrir une solution à tes problèmes. » Sa voix était polie, cultivée, avec un accent qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. « Ta mère est mourante, ta sœur est en danger, tu n'as ni perspective ni espoir. » Il inclina légèrement la tête. « Ai-je raison ?» La prise de Mara sur le couteau se resserra. « Que veux-tu ? Te faire une proposition ?» Il s'approcha, et elle remarqua que ses mouvements étaient trop fluides, trop gracieux pour être humains. « Cette nuit, passe cette nuit, comme invité dans ma résidence. À la fin, si tu survis, tu recevras assez d'argent pour payer toutes les dettes de ta famille, guérir ta mère et assurer un avenir à ta sœur. Et si je ne survis pas ?» Les mots sortirent, avant qu'elle ne puisse réfléchir si elle voulait vraiment entendre la réponse. Son sourire y révéla un soupçon de croque, blanc comme de la neige fraîchement tombée. « Alors ce qui restera de toi servira d'avertissement aux autres qui envisageraient de refuser ma générosité. » Mara aurait dû s'enfuir. Chaque instinct lui criait de courir jusqu'à ce que ses poumons brûlent et que ses jambes cèdent. Mais à la place, elle s'entendit demander « Quelles sont les conditions ?»« Intelligente, » murmura-t-il avec appréciation. « Les conditions sont simples. Tu passeras cette nuit au château cramoisi. Chaque nuit, une porte sera ouverte. Derrière chaque porte se trouve une épreuve. Réussis les 7, et la fortune est à toi. Échoue à n'importe laquelle. » Il fit une pause. « Disons que l'échec n'est pas une option que tu souhaites envisager. Quel genre d'épreuve ? Cela sera révélé quand chaque nuit viendra, mais je peux t'assurer qu'elles testeront tes limites, physiquement, mentalement et émotionnellement. » Ses yeux argentés se fixèrent sur les siens. « La règle la plus importante,
Tu ne dois pas quitter le château pendant la durée des 7 nuits. Une fois que tu franchis le seuil, il n'y a pas de retour en arrière jusqu'à l'aube du 8e jour. Mara se força à réfléchir. 7 nuits, 7 épreuves, en échange d'assez d'argent pour sauver tout ce qui lui importait. Et si j'accepte, dit-elle lentement, comment puis-je être sûre que tu tiendras parole? Il tira une enveloppe de son manteau, scellée avec le même blason de phénix et d'épines. Un contrat, écrit et lié par la magie du sang. Une fois que tu signes, aucune partie ne peut briser les termes sans subir de graves conséquences. Il le lui tendit, lis-le attentivement. Je suis peut-être un monstre, mais je suis un monstre net. Avec des doigts tremblants, Mara ouvrit le sceau et déplia le parchemin dans la faible lumière de la lanterne voisine. L'écriture était élaborée, l'encre scintillait d'une faible lueur rouge. Contrat entre Théron Valdis, seigneur du château cramoisi, et Mara Thorne, sujet mortel. Daté de ce 17e jour du 10e mois, ladite Mara Thorne s'engage, par la présente, à passer 7 nuits consécutives en tant qu'invitée au château cramoisi, commençant au coucher du soleil le 18e jour du 10e mois. Pendant cette durée, ladite Mara Thorne subira 7 épreuves, une par nuit, dont la nature sera déterminée, à la discrétion de Théron Valdis. Après l'achèvement réussi de toutes les 7 épreuves, ladite Mara Thorne recevra la somme de 50 000 couronnes d'or, payables et en pièces, ou en valeur équivalente, à son choix. Si ladite Mara Thorne échoue à une épreuve ou tente de quitter le château avant l'aube du 8e jour, son âme reviendra à Théron Valdis, pour être utilisée selon sa volonté. Ce contrat est lié par le sang des 2 parties et ne peut être rompu, sauf par la mort ou l'accomplissement complet des conditions. La bouche de Mara devint sèche en lisant la dernière clause. Son âme, pas seulement sa vie, mais son âme éternelle, plutôt sinistre, n'est-ce pas? La voix de Théron était amusée, mais nécessaire. La confiance est une monnaie rare dans mon monde. Et si j'échoue, chuchota Mara, qu'arrive-t-il à mon âme? Elle deviendra partie du château, avec toutes les autres qui ont échoué avant tout. Il prononça les mots avec désinvolture, comme s'il décrivait la météo. Leurs essences nourrissent les murs, gardent les portes, chuchotent des avertissements à ceux qui sont assez sages pour écouter. Mara regarda le parchemin, puis le vampire, car c'était sans doute ce qu'il était. Combien ont essayé, au cours des 3 derniers 100 ans? Théron réfléchit. 37, une s'est échappée, les autres, il fit un geste vague, appartiennent maintenant au château. Les chances étaient terribles, mais quand Mara pensa au visage pâle et douloureux de sa mère, aux yeux effrayés de sa sœur, aux hommes, avec leurs sourires menaçants et leurs regards affamés, elle réalisa qu'elle avait déjà fait son choix. J'ai besoin de garanties pour ma famille, dit-elle fermement. Si je ne reviens pas, elles doivent quand même être protégées. Le sourcil de Théron se leva avec intérêt. Tu négocies des conditions, audacieux. Il réfléchit un moment. Très bien. Si tu échoues, ta famille sera protégée, et pourvue par le château pour le reste de leur vie naturelle. Elles ne manqueront jamais de rien ni ne craindront de mal. Est-ce acceptable? C'était plus que Mara n'avait osé espérer. Oui, alors nous avons un accord. Théron sortit une petite dague d'argent de son manteau, une goutte de sang de chacun de nous, et le contrat est lié. Il se piqua le pouce, sans sourciller, et pressa une seule goutte de sang rouge foncé sur le parchemin. Il siffla au contact, l'encre scintilla plus intensément. Le cœur lourd, Mara prit la dague et perça sa propre peau. La douleur fut vive mais brève. Quand son sang tomba sur le parchemin, à côté du sien, elle sentit une chaleur, soudaine pulser à travers son corps, suivie d'une résolution froide, qui se referma autour de son cœur comme des chaînes de fer. Le contrat était scellé. Excellent, dit Théron, enroulant le parchemin et le rangeant dans son manteau. La calèche viendra te chercher demain au coucher du soleil, n'apporte que l'essentiel, tout le reste sera fourni. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Oh Mara, essaie de bien dormir ce soir. Ce pourrait être ton dernier repos paisible pour très longtemps. Puis il disparut, se dissolvant dans les ombres, comme s'il n'avait jamais été là. Seule la sensation de brûlure faible dans son pouce et l'écho de ses paroles prouvaient que la rencontre avait été réelle. Mara resta longtemps dans la rue brumeuse, fixant l'endroit où il s'était tenu, se demandant si elle venait de sceller son salut ou sa perte. Mara avait passé les heures à rassembler son courage, à dire au revoir, à sa mère, et à sa sœur, sans révéler la vérité de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle leur dit qu'elle avait trouvé du travail dans un manoir,
à plusieurs jours de distance, un mensonge qui roula facilement de sa langue, parce qu'elles étaient habituées à être sauvées par Mara. « Promets-moi que tu seras prudente », avait chuchoté sa mère d'une voix faible, tendant la main osseuse vers celle de Mara. « Je promets », avait répondu Mara, sachant que c'était un mensonge. Il n'y avait rien de prudent dans ce qu'elle s'apprêtait à faire. Maintenant, alors que le soleil s'approchait de l'horizon, peignant le ciel en nuances de sang et d'or, Mara se tenait devant leur maison avec un petit sac de possession et un cœur plein d'émotions contradictoires. La calèche, noire, apparut exactement comme promis, se matérialisant du brouillard, qui s'épaississait comme une apparition d'un cauchemar. La porte s'ouvrit silencieusement. Mara prit une profonde inspiration, redressa ses épaules, et en intérieur était luxueux, des sièges de velours cramoisi profond, des lanternes brûlant avec la même flamme fantomatique qu'elle avait vue sur le parchemin, et des fenêtres en verre teinté, qui transformaient le monde qui disparaissait à l'extérieur, en un souvenir sépi. La calèche se mit en mouvement, son conducteur visible, glissant à travers les rues du village, puis au-delà, dans un territoire que Mara ne connaissait que par les histoires, la terre interdite. Depuis des siècles, les anciens avertissaient les enfants de ne pas s'aventurer trop loin dans la forêt, où les arbres poussaient si serrés que la lumière du soleil atteignait à peine le sol, où des sons étranges résonnaient dans l'obscurité, et où les gens disparaissaient pour ne jamais revenir. C'était la terre où habitaient les monstres. La calèche roula pendant des heures, bien que Mara ait perdu toute notion du temps dans l'obscurité qui s'approfondissait. Finalement, la végétation dense commença à s'éclaircir, et devant elle s'élevait contre le ciel devenu noir de nuit, une structure qui lui coupa le souffle, le château cramoisi. Ce n'était pas une forteresse rocheuse, pittoresque des contes de fées pour enfants, c'était une présence, massive et menaçante, qui semblait croître organiquement du paysage. Des tours de pierre rouge se tordaient vers le ciel comme des doigts accusateurs, des fenêtres brillaient d'une lumière maladive, et au-dessus de tout planait un sentiment de décadence intemporelle, comme si le château avait vu des siècles de secrets et de péchés. La calèche s'arrêta devant des portes massives en chêne, gravées de motifs complexes qui faisaient mal aux yeux de Mara. Quand elle les regardait trop longtemps, la porte s'ouvrit d'elle-même. « Bienvenue dans mon humble demeure ». Terune se tenait dans l'entrée, vêtue entièrement de noir, ses yeux argentés brillant dans la faible lumière. Derrière lui s'étendait un grand hall, baigné dans la lumière vacillante des bougies, qui faisait danser les ombres comme des choses vivantes. Mara sortit de la calèche, ses jambes incertaines après le long voyage. « Je ne qualifierais pas cela d'humble. Tu n'as pas encore appris mon sens de l'ironie, Marathorn. » Il s'écarta et fit un geste vers l'intérieur. « S'il te plaît, entre. La première nuit t'attend. » Mara hésita au seuil, sentant le poids du moment. Une fois qu'elle entrait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Le contrat était lié. Son avenir, ou son absence, serait déterminé dans les 7 prochaines nuits. Elle pensa à sa mère, à Élise, à l'avenir qu'elle méritait, et franchit le seuil. Les portes se refermèrent derrière elle, avec la finalité d'une tombe scellée. Des colonnes de marbre sculptées de figures tordues dans des poses inconfortables, et partout des miroirs, grands, petits, anciens, nouveaux, réfléchissant la lumière et les ombres dans une danse sans fin. Les miroirs, Mara ne put s'empêcher de demander. Pourquoi autant? Un vestige d'une obsession antérieure, répondit Théron, avec désinvolture. Il y a longtemps, je croyais que si je les regardais assez souvent je pourrais peut-être voir l'humanité que j'avais perdue. Son sourire était amer. J'ai cessé de chercher. Il la conduisit à travers le hall vers une pièce plus petite et plus intime, une bibliothèque, réalisa Mara, avec des milliers de livres tapissant les murs, leur dos reliés en cuir et en feuilles d'or. « Assis-toi », dit Théron en désignant l'un des 2 fauteuils placés devant une cheminée flamboyante. Mara obéit, chaque muscle de son corps tendu et prêt à fuir bien qu'elle n'ait nulle part où courir. Théron prit le fauteuil en face d'elle, ses mouvements pleins de la grâce d'un prédateur. Il versa une boisson d'une carafe de cristal, le verre rouge rubis qu'elle connaissait de leur première rencontre. « Du vin ?» dit-il en captant son regard inquiet. « Bien que j'admets que mon stock est une qualité spéciale, une note de quelque chose de plus profond. » Son sourire était provocateur. « Mais ce soir je ne bois que du vin. Tu as ma parole. »« La parole d'un monstre » rétorqua Mara, surprise par son propre courage. « Exactement. » Il leva son verre en un toast. « À la première nuit. »
Puisses-tu être plus sage que tes prédécesseurs. Elle ne but pas. Théron l'observa par-dessus le bord de son verre, ses yeux ne quittant jamais son visage. Tu es curieuse, dit-il après un long moment. Je peux le sentir en toi. Tu veux demander, mais tu es trop fière. J'ai beaucoup de questions, admit Mara, mais je ne suis pas sûre de vouloir les réponses. Sage. Il se pencha en arrière, croisant une jambe sur l'autre. Mais permets-moi de t'en donner quelques-unes quand même. Tu te demandes ce que je suis. La réponse. Je suis un vampire, comme tu le supposes correctement, bien que ce terme saisisse à peine la complexité de ce que je suis devenu au cours de 28 décennies d'existence. 28 décennies, presque 300 ans. Tu te demandes pourquoi je joue à ce jeu, cette offre de 7 nuits et de richesse. La réponse est plus simple et plus compliquée que tu ne le penses. Je m'ennuie, Mara. L'immortalité n'est pas le cadeau glorieux que les mortels imaginent. C'est une malédiction qui s'étend en années interminables et vides de sens. Ces épreuves, il fit un geste vague, elles me donnent quelque chose à attendre avec impatience. Un divertissement. Des gens meurent pour ton divertissement, dit Mara, le dégoût rampant dans sa voix. Oui, aucune excuse, aucune honte, juste un simple fait, bien que pour être juste, ils viennent volontairement, comme toi, poussés par le désespoir ou l'avidité ou parfois simplement la curiosité. Chacun croit qu'il sera différent, qu'il réussira là où d'autres ont échoué. Ses yeux se rétrécirent. Seras-tu différente, Mara Thorne? Mara se força à soutenir son regard. Je dois l'être. Ce n'est pas un choix. Ah oui, la mère mourante, la sœur en danger, le fardeau de la responsabilité familiale. Il sirota son vin. Noble motivation. Mais je dois t'avertir, la noblesse n'augmente pas le taux de réussite. Qu'est-ce qui l'augmente alors? Demanda Mara en se penchant en avant malgré elle. Théron l'étudia longuement, ses yeux cherchant quelque chose dans son visage. Honnêtement, je ne suis pas sûre. Celle qui a survécu, elle n'était pas la plus forte, ni la plus intelligente, ni la plus courageuse. Elle fit une pause, cherchant le bon mot, différente, d'une manière que je ne peux pas tout à fait articuler. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Demanda Mara. Tu as dit qu'elle a choisi de rester. Une émotion passa sur le visage de Théron, si rapidement que Mara ne put l'identifier avant que son masque d'indifférence ne revienne. C'est une histoire pour une autre nuit, si tu survis assez longtemps pour l'entendre. Il posa son verre et se leva. Maintenant aux règles sous lesquelles tu opéreras pendant les 7 prochaines nuits. Mara se leva également, malgré le désir de rester dans le poids ancré du fauteuil. Première règle, commença Théron en arpentant la bibliothèque, ses doigts effleurant les dos de livres pendant qu'il parlait. Tu as libre accès à la plupart des zones du château pendant la journée. Cependant certaines portes sont verrouillées. N'essaie pas de les ouvrir. Les conséquences seraient malheureuses. Quelles portes? Tu les reconnaîtras. Son sourire était cryptique. Deuxième règle, tu dois être dans cette pièce chaque nuit au crépuscule. C'est à ce moment-là que l'épreuve de chaque nuit sera révélée et commence. Ne manque pas de te présenter. Et si je le fais, alors l'épreuve sera considérée comme échouée, et le contrat sera déclenché. Sa voix avait un bordure. Troisième règle, tu ne dois interagir avec personne d'autre que moi. Il y a d'autres êtres dans ce château, des serviteurs, des gardes, d'autres, pensionnaires. Ne leur parle pas, ne les touche pas, ne les reconnais pas. Ils existent dans un autre royaume, et une interaction avec eux pourrait t'attirer dans le leur. Un frisson parcourut le dos de Mara. Qu'est-ce qu'ils sont? Des échos, des vestiges, des fragments de ceux qui ont échoué avant toi. Théron se tourna vers elle. Leurs âmes appartiennent au château, souviens-toi, mais les âmes sont des choses tenaces. Elles s'accrochent à l'existence, même dans la servitude. L'implication était claire, cela pourrait être le destin de Mara si elle échouait. Quatrième et dernière règle, continua Théron, aucune règle ne dit que tu dois être poli. Tu n'as pas besoin de faire semblant de m'aimer ou de me faire confiance. Tu n'as pas besoin de jouer la comédie. En fait, son sourire s'élargit, je préfère l'honnêteté. Cela rend les choses beaucoup plus intéressantes. Bien, dit Mara sèchement, alors tu ne trouveras pas offensant si je dis que tu es la créature la plus cruelle que j'ai jamais rencontrée, et que je déteste chaque moment en ta présence. Pendant un moment il y eut le silence. Puis, Théron rit, un son riche et authentique qui remplit la pièce. Oh, Mara Thorne, tu pourrais vraiment survivre. Tu as du feu, là où d'autres n'ont que de la peur. Il se déplaça vers un côté de la bibliothèque, où se trouvaient 7 portes, chacune faite d'un matériau différent. La première était en obsidienne polie si noire qu'elle semblait absorber la lumière. Chaque porte
expliqua Théron, correspond à une nuit. Derrière chacune se trouve une épreuve. Tu ne sauras pas ce qui t'attend jusqu'à ce que tu entres. Il posa sa main sur la porte d'obsidienne. C'est ce soir. Es-tu prête? L'était-elle? Quelqu'un pouvait-il vraiment être prêt pour l'inconnu? Je n'ai pas le choix, dit Mara, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. Faux, corrigea doucement Théron. Tu as toujours un choix. Tu choisis d'être ici. Tu choisis de franchir cette porte. Ne retire jamais ta propre responsabilité. Même dans le désespoir, le choix est sacré. Sur ces mots, il ouvrit la porte d'obsidienne. Derrière se trouvait non pas une pièce, mais une obscurité totale, un vide si complet que les yeux de Mara faisaient mal en essayant de le focaliser. La première épreuve, dit la voix de Théron derrière elle, et la peur. Entre eux et confronte ce qui t'effraie le plus. Survis jusqu'à l'aube, et la première nuit est à toi. Mara sentit son cœur martelé contre ses côtes. Chaque instinct lui criait de s'enfuir, mais elle pensa à sa mère, à Élise, à l'avenir prometteur au-delà de ces 7 nuits. Elle entra dans l'obscurité, la porte se referma derrière elle, et Mara était seule. L'obscurité n'était pas simplement l'absence de lumière, c'était quelque chose de vivant, de respirant, qui s'enroulait autour de Mara comme un linceul de pur néant. Elle ne pouvait pas voir sa propre main devant son visage, ne pouvait pas percevoir les limites de la pièce, si c'était même une pièce. Pour autant qu'elle sache, elle était tombée dans un néant sans fin. Son premier instinct fut de crier, mais elle se mordit la langue, et se força au silence. Théron avait dit que c'était une épreuve de la peur. La pire chose qu'elle pouvait faire était de montrer sa peur, de lui donner une voix qui résonnerait dans cette vaste étendue. Au lieu de cela, Mara se concentra sur sa respiration. Inspire, expire, inspire, expire. L'exercice familier que sa mère lui avait appris quand elle faisait des cauchemars enfant. Quand tu ne peux rien contrôler, avait dit sa mère, contrôle ta respiration. C'est toujours à toi. Lentement, les yeux de Mara commencèrent à s'adapter. Non pas qu'il y ait de la lumière, il n'y en avait pas. Mais d'une manière ou d'une autre, elle pouvait commencer à distinguer des formes, des ombres vagues, qui se déplaçaient dans l'obscurité. Humanoïdes, mais pas tout à fait correctes dans leurs proportions. Un chuchotement commença, si faible qu'elle le prit d'abord pour le vent, mais il n'y avait pas de vent ici. L'air était complètement immobile, étouffant dans son immobilité. Sans valeur chuchota une voix, à peine audible. Mara se figea, la voix sonnait familière, terriblement familière. Tu n'as pas pu le sauver, dit une autre voix, un peu plus fort maintenant. Père est mort parce que tu as échoué. C'était la voix de son oncle, réalisa Mara avec horreur. Son oncle, qui lui avait dit exactement cela il y a des années, aux funérailles de son père, quand elle avait 19 ans et essayait désespérément de maintenir la famille ensemble. Tu n'es pas assez forte, dit une troisième voix. Celle-ci, elle ne la reconnaissait pas, mais elle portait un poids d'autorité. Tu ne l'as jamais été. C'est pourquoi ta mère va mourir. C'est pourquoi ta sœur va souffrir, parce que tu es inadéquate. Les ombres se rapprochèrent, et Mara pouvait maintenant les voir plus clairement. Elle prenait les formes de gens qu'elle connaissait, son père, son oncle, les anciens du village, les usuriers, même sa propre mère, déformée et accusateur. Non, chuchota Mara, sa voix fragile. Ce n'est pas réel. Vous n'êtes pas vraiment eux. Devons-nous l'être? Demanda la silhouette qui ressemblait à son père, sortant des ombres. Son visage était pâle, ses yeux vides. Devons-nous être réels pour être vrais? Ces mots ont été prononcés, ces pensées ont été pensées. Par nous, par toi-même. C'était ce qui resserrait sa poitrine, plus que l'obscurité. La terrible réalisation que ces voix, ces accusations, n'étaient pas complètement étrangères. C'étaient des échos de ce qui lui avait été dit, de ce qu'elle s'était dit à elle-même, dans les moments les plus sombres du doute. Tu as raison de te sentir coupable, continua la silhouette de son père, s'approchant jusqu'à ce qu'il soit presque en train de se toucher. Tu aurais pu faire plus, tu aurais pu travailler plus dur, tu aurais pu me sauver. J'étais une enfant. La voix de Mara se brisa, les larmes coulaient maintenant librement. J'avais 17 ans, comment aurais-je pu te sauver? Tu trouves toujours des excuses, siffla la silhouette de sa mère, apparaissant à côté de celle de son père. Toujours une explication pour laquelle tu n'es pas assez, mais la vérité est simple, tu es faible, tu es une ratée, et maintenant tu vas mourir ici, dans cette obscurité, et nous allons tous souffrir à cause de ton arrogance. Mara tomba à genoux, ses mains couvrant ses oreilles,
mais cela n'aidait pas. Les voix ne venaient pas de l'extérieur, elles venaient de l'intérieur, des coins les plus profonds de sa propre psyché, les peurs qu'elle avait enfermées depuis des années. « Je ne suis pas assez forte », chuchota-t-elle, les mots s'étouffant. « Je ne l'ai jamais été. » Les ombres l'encerclaient maintenant, se pressant, leur forme devenant plus solide, plus réelle. Des doigts froids touchèrent ses épaules, ses cheveux, son visage. Chaque contact apportait une nouvelle vague de souvenirs, des échecs, des déceptions, des moments où elle avait été inadéquate. Le jour où son père s'était effondré et elle ne savait pas quoi faire. La nuit où sa mère avait pleuré et Mara ne pouvait offrir aucun réconfort. Le matin où elle avait perdu un emploi pour la 5e fois et était rentrée chez elle pour voir le visage plein d'espoir d'Élise. Chaque échec, chaque faiblesse, chaque moment de doute fut étalé devant elle comme un tapis de tessons qui tranchait son âme. « Assez », essaya de dire Mara, mais sa voix n'était qu'un croissement. « Assez, assez », rit la silhouette de son oncle. « Nous venons juste de commencer. Tu as tant d'autres échecs à confronter, tant d'autres faiblesses à reconnaître. » Le temps perdit toute signification dans l'obscurité. Mara ne savait pas si des minutes ou des heures s'étaient écoulées pendant que les ombres la bombardaient de souvenirs et d'accusations. Ses genoux lui faisaient mal d'être à genoux sur le sol invisible. Sa gorge était à vivre des sanglots réprimés. Son esprit avait l'impression de se dissoudre, de se fragmenter sous l'assaut de ses propres doutes. Elle allait mourir ici, réalisa Mara, pas physiquement peut-être, mais certainement de toutes les autres manières qui comptaient. Elle allait se briser sous le poids de sa propre inadéquation, et son esprit rejoindrait l'une de ces ombres terribles qui hantaient le château. N'était-ce pas ce qu'elle méritait? N'était-ce pas justice qu'elle doive souffrir ici, après avoir déçu tant de gens dans la vie? Mais alors, dans son moment le plus faible, alors que la conscience de Mara commençait à vaciller, elle entendit une autre voix. Celle-ci était plus douce, plus gentille, et elle ne venait pas des ombres. « Mara, chérie, écoute-les !» La tête de Mara se releva brusquement. Cette voix, c'était sa grand-mère maternelle, qui était morte quand Mara avait 10 ans, mais dont le souvenir était resté cristallin dans son cœur. « Ouh, grand-mère !» chuchota Mara dans le néant. « Il mentent, mon enfant !» dit la voix, chaude et familière d'une manière que les autres voix n'avaient jamais été. « Pas complètement peut-être, mais assez pour que cela compte. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, tu as des faiblesses. Mais tu n'es pas défini par tes erreurs. Tu es défini par ton choix de continuer malgré elles. »« Mais j'ai laissé tomber tant de gens, » protesta Mara, les larmes coulant sur son visage. « Tu ne les as pas laissés tomber, tu as fait ce que tu pouvais, avec ce que tu as. C'est tout ce qu'on peut jamais demander à quiconque. » La voix de la grand-mère semblait venir de partout et de nulle part. « La force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, Mara. Elle réside dans le fait de se relever après être tombée. Et tu t'es toujours relevée, n'est-ce pas? L'avait-elle fait? » Mara essaya de penser à travers le brouillard de son désespoir. Après la mort de son père, elle avait pris 3 emplois pour maintenir la famille à flot. Quand sa mère était tombée malade, elle avait passé des nuits blanches à rechercher des remèdes, à chercher des médecins qui travailleraient à crédit. Quand Élise avait été harcelée par les hommes de l'usurier, Mara s'était interposée entre eux, malgré le danger pour elle-même. Elle avait échoué, oui, mais elle avait aussi survécu. Elle avait continué à se battre. « Les ombres ne te montrent qu'une partie de la vérité, » continuait la voix de la grand-mère. « Elles te montrent tes échecs, mais pas ton courage, tes faiblesses, mais pas ta force, ton désespoir, mais pas ton espoir. » L'espoir? La voix de Mara était amère. « Quel espoir ai-je? Je suis piégée dans un château qui possède mon âme. Si j'échoue, entourée de monstres et d'ombres. Et pourtant tu es ici, » dit la voix doucement. « Tu aurais pu fuir, tu aurais pu abandonner ta famille à son sort. Mais tu ne l'as pas fait, tu as choisi de te battre, même quand les chances semblaient impossibles. C'est l'espoir, Mara, c'est la force. » Les ombres sifflèrent à ces mots, reculant légèrement. Mara sentit leur présence se desserrer, leur voix devenir plus faible. « Non, » allaita la silhouette de son père. « Elle doit entendre la vérité, elle doit savoir à quel point elle était inadéquate. »« Je suis inadéquate, » dit Mara soudainement, sa voix plus forte qu'avant. « Mais je ne suis pas seulement cela. » Elle se força à se tenir debout, ses jambes tremblantes, mais elle tire. « J'ai échoué, j'ai déçu, j'ai fait des erreurs qui ont blessé des gens que j'aimais, mais j'ai aussi aimé, j'ai combattu, j'ai refusé d'abandonner, même quand abandonner aurait été plus facile. » Les ombres se pressèrent à nouveau vers l'avant, mais Mara tint bon,
Vous n'êtes pas réel, vous n'êtes pas réel, vous n'êtes que des reflets de mes propres peurs, de mes propres doutes. Et oui, ces peurs font partie de moi. Ces doutes sont réels, mais ils ne sont pas tout ce que je suis. Tu n'es rien, siffla la silhouette de sa mère, mais sa forme commençait à scintiller, à devenir moins substantielle. Non, dit Mara plus fermement, je suis suffisante, je ne suis pas parfaite, je ne serai jamais parfaite, mais je suis suffisante. Les mots se sentaient étrangers sur sa langue, presque comme un mensonge, mais en les prononçant, elle sentit une petite flamme de vérité en eux. Elle n'avait pas besoin d'être parfaite pour valoir la peine de se battre. Elle n'avait pas besoin d'être sans défaut pour être aimée, elle devait juste être humaine. J'accepte mes échecs, continua Mara, sa voix maintenant plus forte, plus sûre. J'accepte mes faiblesses, mais j'accepte aussi mes forces, mes victoires, aussi petites soient-elles. Je suis la somme de tout cela, bon et mauvais, et c'est suffisant. Les ombres commencèrent à crier, un son strident et inhumain qui fit mal aux oreilles de Mara. Mais elle tint bon, ses mains serrées en poing à ses côtés, ses yeux ouverts malgré l'obscurité. Vous n'appartenez pas ici, dit-elle aux ombres. Vous n'êtes pas les bienvenus dans mon esprit, dans mon cœur. Je vous bannis. Et avec ces mots, l'obscurité commença à se déchirer. Ce ne fut pas dramatique, pas d'explosion soudaine de lumière. Au lieu de cela, de petites fissures apparurent dans le néant autour d'elle, comme du verre qui commençait à se fissurer. À travers chaque fissure s'infiltrait une faible lumière grise, la lumière de l'aube. Les ombres crièrent plus fort, plus désespérément, mais elles devinrent translucides, leur forme se dissolvant dans l'obscurité qui se retire. Souviens-toi, chuchota la voix de la grand-mère, s'estompant maintenant, tu es plus forte que tu ne le crois, plus courageuse que tu ne le sais, et plus digne que tu n'accepteras jamais. Puis elle disparut, et l'obscurité se désintégra complètement, et Mara se tenait dans une petite pièce nue avec des murs de pierre, et une seule fenêtre par laquelle la lumière du matin affluait. Elle était seule, ses jambes cédèrent, et elle s'effondra, mais cette fois c'était de soulagement, pas de désespoir. Des larmes coulaient sur son visage, mais elles étaient purificatrices, libératrices. Elle avait survécu. La première nuit était terminée. La porte de la pièce s'ouvrit, et Théron entra. Il portait les mêmes vêtements noirs qu'auparavant, mais il y avait une curiosité dans ses yeux argentés, qui n'avait pas été là auparavant. Tu as survécu, dit-il, et il était impossible de dire s'il était content ou déçu. Mara leva les yeux vers lui, trop épuisée pour se lever. Qu'est-ce que c'était? La première épreuve, répondit Théron en s'approchant. Un voyage dans les coins les plus sombres de ton propre esprit. La plupart sont submergés par leurs propres démons. Ils se brisent, se perdent dans l'obscurité, et leur psyché se fragmente. Il inclina sa tête. Mais pas toi, tu as confronté ce qui t'effrayait, et tu as choisi de t'y opposer. Intéressant, intéressant, répéta Mara amèrement. C'est tout ce que c'est pour toi, une expérience? Pas seulement cela, dit Théron. Il s'agenouilla, de sorte qu'il était au niveau de ses yeux avec elle. Bien que j'admets, il y a un aspect empirique à ce que je fais, mais il y a aussi autre chose, une quête, pourrait-on dire. Une quête de quoi? Théron resta silencieux pendant un long moment, ses yeux parcourant le visage de Mara, comme s'il essayait de décider combien révéler, de quelqu'un qui peut passer, de quelqu'un qui est assez fort, non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer face à l'impossibilité. Pourquoi? C'est, dit Théron en se levant, une réponse que tu dois mériter. Survis aux 6 prochaines nuits, et peut-être te le dirai-je. Il tendit une main pour l'aider à se lever. Mara hésita, puis la prit. Sa peau était fraîche, mais pas désagréable, et sa force, quand il la souleva sans effort sur ses pieds, était un rappel de ce qu'il était. Tu devrais manger et te reposer, dit Théron. La deuxième nuit sera plus difficile. Elles le sont toujours, plus difficiles que ça, demanda Mara incrédule. Le sourire de Théron était cynique. C'était seulement ta propre psyché, Mara, douloureux, oui, mais familier. La prochaine épreuve traitera de forces extérieures, de choses au-delà de ton expérience ou de ta compréhension. Il la conduisit de la pièce nue vers la bibliothèque, où un plateau de nourriture l'attendait, du pain, du fromage, des fruits et une cruche d'eau. L'estomac de Mara gargouilla à la vue, et elle réalisa qu'elle ne savait pas quand elle avait mangé pour la dernière fois. Ordonnait Théron, tu as besoin de ta force. Mara s'assit et commença à manger, trop affamée pour être fière. Théron l'observa un moment,
puis se déplaça vers l'une des hautes fenêtres, fixant le paysage embrumé au-delà. « Puis-je te demander quelque chose » dit Mara entre les bouchées. « Tu peux demander, » répondit Théron, mais ne se retourna pas. « Que je réponde est une autre affaire. La personne qui a survécu, celle qui est restée, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Théron resta silencieux si longtemps que Mara pensa qu'il ne répondrait pas. Puis, d'une voix basse, il dit « Elle est devenue quelque chose d'autre, ni humaine, ni vampire, mais quelque chose entre les deux, un pont entre deux mondes. Est-elle heureuse ?» Le bonheur, dit Théron pensivement, est un concept compliqué quand on a cessé d'être complètement mortel, mais si tu demandes si elle le regrette, non, elle ne le regrette pas. Où est-elle maintenant, plus proche que tu ne le penses? Théron se tourna vers elle, ses yeux rencontrant les siens. Mais, c'est assez de questions pour aujourd'hui, tu as besoin de repos, et j'ai des affaires à régler. Il se déplaça vers la porte, puis fit une pause. Mara, une dernière chose, la voix que tu as entendue dans l'obscurité, celle de ta grand-mère, ce n'était pas partie de l'épreuve. Mara se figea, un morceau de pain à mi-chemin de sa bouche. Que veux-tu dire? L'épreuve ne puise que dans ton propre esprit, tes propres souvenirs et peurs. Elle ne peut pas créer une voix externe que tu n'as pas toi-même projetée. L'expression de Théron était impénétrable, quelle que soit la voix qui t'a parlé dans ton moment le plus sombre. Elle venait d'ailleurs. Il partit avant que Mara ne puisse répondre, la laissant seule avec cette révélation troublante. Un grand lit avec des rideaux de velours, un lavabo avec de l'eau claire, et une garde-robe remplie de robes à sa taille. Bien que comment Théron aurait pu connaître ces mesures, elle ne voulait pas y penser. Elle se lava à la sensation de l'obscurité de sa peau, enfila une chemise de nuit propre et rampa dans le lit. Malgré son épuisement, le sommeil ne vint pas facilement. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait les ombres à nouveau, entendait leur voix accusatrice. Mais elle entendait aussi la voix de sa grand-mère, chaleureuse et rassurante. Voix externe, avait dit Théron, pas partie de l'épreuve. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce une hallucination, née d'un besoin désespéré? Ou était-ce, comme Théron le suggérait, quelque chose d'autre, quelque chose de réel? Mara ne connaissait pas la réponse, mais elle trouva du réconfort dans les mots. Peu importe d'où ils venaient, tu es plus forte que tu ne le crois, plus courageuse que tu ne le sais. Peut-être, juste peut-être, c'était vrai. Finalement elle dériva dans un sommeil, agité, traversé de rêves qu'elle ne se souviendrait pas au réveil, mais qui laissèrent une trace d'inquiétude. Quand Mara se réveilla, le soleil s'était déjà couché. Elle avait dormi toute la journée, réalisa-t-elle avec un sursaut de panique. La deuxième nuit est arrivée. Un coup à sa porte annonça l'arrivée d'une servante, bien que servante soit un terme généreux. La femme qui entra avait la qualité translucide des ombres que Mara avait vues dans la bibliothèque. Un écho Théron les avait appelés, un fragment d'une âme perdue. La servante ne parla pas, et Mara se souvint de l'avertissement de Théron, ne pas interagir avec eux. Elle hocha simplement la tête, en reconnaissance, pendant que l'écho apportait un plateau de dîner, et disparaissait à nouveau, silencieuse comme un fantôme. Après avoir mangé, Mara s'habilla dans l'une des robes de la garde-robe, un bleu profond qui s'accrochait à ses courbes, et était brodé de fils d'argent. Elle se sentait inconfortablement élégante dedans, plus comme la dame d'un manoir que la femme désespérée qu'elle est. Mais peut-être que c'était le point, peut-être que toute cette épreuve n'était pas seulement sur la survie, mais sur la transformation, sur le fait de devenir quelque chose d'autre. Alors que le dernier rayon de soleil disparaissait sous l'horizon, Mara se dirigea vers la bibliothèque, comme indiqué. Elle s'attendait à trouver Théron seul, mais, au lieu de cela, deux silhouettes l'attendent. Théron se tenait comme d'habitude, devant la cheminée, mais à côté de lui se tenait une femme. Elle était grande et mince, avec des cheveux si noirs qu'ils brillaient en bleu dans la lumière du feu, et des yeux d'un violet étonnant. Sa beauté était écrasante, presque inhumaine, dans sa perfection. Mara salua Théron. Puis-je te présenter Séraphina? Elle est une résidente du château. La femme, Séraphina, examina Mara avec une intensité qui la mit mal à l'aise. Alors c'est toi, dit-elle, sa voix comme de la soie sur de l'acier, celle qui a survécu à la première nuit. Oui, balbutia Mara, incertaine de comment gérer cette nouvelle présence.
intéressant. Serafina fit le tour de Mara, l'examinant comme un collectionneur évaluant une acquisition potentielle. Elle n'a pas l'air particulière, certainement pas plus forte, ou plus courageuse, que les autres. Les apparences peuvent tromper, dit Théron doucement, mais il y avait un avertissement dans son ton. Serafina rit, un son comme du verre brisé. Oh, ne t'inquiète pas, je ne la briserai pas, pas encore en tout cas, je suis juste curieuse de ce que tu vois en elle. Cela, dit Théron, n'est pas ta préoccupation. La tension entre les deux était palpable, chargée d'histoires que Mara ne comprenait pas. Serafina céda finalement avec un geste gracieux, comme tu le souhaites, je te laisse, avec ton expérience. Elle lança un dernier regard perçant à Mara, bonne chance, ce soir, mortel, tu en auras besoin, puis, elle disparut, glissant hors de la bibliothèque, avec une vitesse que les yeux de Mara pouvaient à peine suivre. Excuse, Serafina, dit Théron après son départ, elle a intérêt particulier pour mes épreuves, un intérêt malsain, pourrais-je ajouter. Qui est-elle? Demanda Mara. Une complication, répondit Théron évasivement, et pas une dont tu dois t'inquiéter ce soir. Viens. Il la conduisit aux 7 portes. La première, celle en obsidienne, se tenait maintenant ouverte, révélant la pièce nue où Mara avait survécu à la première épreuve. La deuxième porte, à côté d'elle, était faite d'argent poli à un brillant de miroir qui montrait le reflet de Mara dans un détail déformé et étrange. La deuxième épreuve, commença Théron, sa main reposant sur le métal argenté, et la vérité. Derrière se trouve une pièce de miroir. Chaque miroir te montrera une vérité sur toi-même, certaines plaisantes, d'autres moins. Son regard argenté rencontra le sien. Mais voici le défi. Un des miroirs, il te montrera une vérité qui n'en est pas une, conçue pour te tromper, pour t'égarer. Tu dois identifier quel miroir ment avant la fin de la nuit. Et si je choisis le mauvais, alors le mensonge deviendra vrai. L'expression de Théron était grave. Quelle que soit la fausse vérité que le miroir te montre, tu la manifesteras, tu la rendras réelle. Et certaines vérités, Mara ne devrait jamais devenir réelle. La bouche de Mara devint sèche. Combien de miroirs y a-t-il là-dedans? 13. Bien sûr. 13 miroirs, l'un d'eux menteur, et aucun moyen de savoir lequel avant qu'il ne soit trop tard. Y a-t-il des indices? Demanda Mara. Quelque chose qui m'aidera à identifier le faux? Seulement un, dit Théron. Souviens-toi de ceci, le plus grand mensonge est celui que tu veux le plus croire. Avec ces mots cryptiques, il ouvrit la porte d'argent. Derrière attendait une pièce tapissée de miroirs, sur les murs, au plafond, même dans le sol sous ses pieds. Chaque miroir était encadré différemment, or, argent, bois, os, mais tous reflétaient l'image de Mara en multiplication infinie. Elle entra, et la porte se referma derrière elle. La deuxième nuit avait commencé. Mara se voyait elle-même répéter 1000 fois, encadrée d'or, sertie d'argent, enchâssée dans du bois sculpté, enchâssée dans de l'os blanchi. Chaque miroir la montrait sous un angle différent, dans une lumière différente, mais tous montraient le même visage fatigué et effrayé. Elle avança prudemment, ses pas résonnant sur le seul miroir. À chaque mouvement, ses reflets se multipliaient, créant une armée désorientante de Mara qui l'observait de tous côtés. 13 miroirs, murmura-t-elle pour elle-même. Mais comment devait-elle distinguer un miroir menteur d'un miroir véridique? Ils avaient tous l'air identiques, tous montraient sa propre image en retour. Puis, comme si sa question avait été entendue, les reflets commencèrent à changer. Le premier miroir, dans un cadre de bois vieilli, montrait Mara non pas comme elle était maintenant, mais en tant qu'enfant. Elle se voyait elle-même à peut-être 8 ans, riant et insouciante, pendant qu'elle jouait avec sa grand-mère dans le jardin. Le soleil brillait vivement, et dans les yeux de l'enfant il n'y avait aucune trace du fardeau que Mara adulte portait chaque jour. Innocence, chuchota une voix, pas extérieure, mais dans sa tête. Autrefois tu savais vivre sans... Le deuxième miroir, encadré de fer rouillé, montrait une version différente de Mara. Celle-ci était plus dure, ses yeux froids, sa bouche tordue en un sourire cruel. Elle portait de beaux vêtements et se tenait au-dessus d'autres, qui s'agenouillaient devant elle. Dans ses mains elle tenait des chaînes. Pouvoir, dit la voix intérieure. Tu pourrais devenir ce qui t'a opprimé, tu pourrais être celle qui règne, non celle qui sert. Un frisson parcourut le dos de Mara. Était-ce vrai? Portait-elle en elle le potentiel d'une telle cruauté? Le troisième miroir, en argent scintillant,
montrait Mara telle qu'elle était, mais rayonnante de santé et de bonheur. À côté d'elle se tenait sa mère, guérie et souriante, et sa sœur, Élise, vêtue d'une robe de mariée, rayonnante de joie. Succès, chuchota la voix. C'est possible, tu peux sauver ta famille, tu peux leur donner l'avenir qu'elles méritent. Des larmes montèrent aux yeux de Mara, c'était ce qu'elle voulait, plus que tout. Sa famille heureuse, en sécurité, libérée du fardeau de la pauvreté et du désespoir. Elle se déplaça de miroir en miroir, et chacun révélait une vérité différente. Le quatrième miroir la montrait seule, vieille et amère, entourée de richesses mais sans amour. Le cinquième la montrait comme mère, un bébé dans ses bras, de la tendresse dans ses yeux. Le sixième la montrait morte, son corps pâle et sans vie sur la pierre froide. Le septième la montrait comme quelque chose d'autre, pas tout à fait humaine, avec des yeux qui brillaient argentés comme ceux de Théron, mais un sourire qui portait encore sa propre chaleur. Le huitième la montrait pleurant, effondrée sous le poids de la culpabilité et de l'échec. Le neuvième la montrait dansant, libre et sauvage, déchargée de responsabilité. Le dixième la montrait comme guérisseuse, entourée de gens reconnaissants qui la bénissaient. Le onzième la montrait comme guerrière, une épée à la main, du sang sur ses mains. Le douzième la montrait debout à côté de Théron, sa main dans la sienne, tous deux portant des couronnes sur leur tête. Et le 13e miroir, encadré d'or pur qui brillait dans la lumière des bougies, la montrait heureuse. Simplement, complètement, inconditionnellement heureuse. Aucun souci ne marquait son visage, aucune peur ne troublait ses yeux. Elle rayonnait d'une joie si pure qu'il était presque douloureux de la regarder. Mara se tenait devant le miroir doré, hypnotisée par l'image. C'était ce qu'elle voulait, pas le pouvoir ou la richesse ou même le succès. Elle voulait simplement être heureuse. Le plus grand mensonge est celui que tu veux le plus croire. Les mots de Théron résonnèrent dans sa tête, et Mara recula du miroir doré comme s'il était toxique. Était-ce le mensonge, l'image du bonheur pur et inconditionnel? Elle se força à regarder les autres miroirs à nouveau, plus critiquement cette fois. Chacun montrait une possibilité, une vérité potentielle sur elle-même ou son avenir. Certains étaient déplaisants, d'autres tentants, mais tous se sentaient authentiques dans leur imperfection. Tous, sauf le miroir doré. Car c'était le problème, n'est-ce pas? Le vrai bonheur n'était jamais si pur, si impeccable. Il venait avec des nuances, avec des ombres, avec les complications inévitables de la vie. Le bonheur dans le miroir doré était trop parfait, trop absolu. C'était une fantaisie, un rêve, un mensonge. Le 13e, dit Mara à voix haute, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Le miroir doré ment. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis le miroir doré commença à se fissurer, de fines lignes se répandant sur sa surface, comme une toile d'araignée. L'image de Mara parfaitement heureuse se déforma, fondit, se transforma en quelque chose d'autre. Ce qu'elle voyait maintenant était terrible, une version d'elle-même, creuse et vide, une ombre sans substance, piégée dans une félicité éternelle et vide de sens. Une marionnette qui souriait parce qu'elle était programmée pour sourire, non parce qu'elle ressentait une joie réelle. Puis le miroir se brisa complètement, explosant en 1000 fragments, qui flottèrent dans l'air pendant un moment à couper le souffle, avant de se réduire en poussière. Les 12 autres miroirs brillèrent intensément, et Mara sentit une chaleur pulser à travers son corps, pas désagréable, mais intense, comme si chaque vérité que les miroirs avaient montrée était gravée dans sa propre conscience. Elle comprenait maintenant. Les miroirs ne montraient pas seulement des futurs possibles, ou des aspects cachés de son caractère, ils lui montraient la pleine complexité de ce que signifiait être humain, capable de cruauté et de gentillesse, de force et de faiblesse, de désespoir et d'espoir, et le mensonge. Le mensonge était l'idée qu'elle pourrait jamais être seulement une chose, que le bonheur pourrait exister sans douleur, que la force pourrait venir sans vulnérabilité. La vérité était plus compliquée, plus chaotique, et finalement plus riche. Alors que le dernier fragment du miroir doré tombait au sol, la porte d'argent s'ouvrit, et la lumière du matin inonda la pièce. La deuxième nuit était terminée. Serafina se tenait à côté de lui, ses yeux violets fixés sur Mara alors qu'elle quittait la pièce des miroirs. Elle l'a fait encore, dit Serafina, et il était impossible de dire si elle était impressionnée ou agacée. De nuit, c'est plus loin que la plupart n'arrivent. Elle n'est pas la plupart, dit doucement Théron. Mara ignora leur échange et s'effondra dans l'un des fauteuils,
l'épuisement tirant sur chaque muscle. L'épreuve du miroir n'avait pas été physiquement exigeante, mais mentalement elle l'avait vue. Tu as correctement identifié le miroir menteur, dit Céron en lui tendant un verre d'eau, qu'elle accepta avec reconnaissance. J'avoue, j'étais curieux de savoir lequel tu choisirais. Beaucoup choisissent le mauvais, aveuglés par leurs propres désirs. Le miroir doré était trop parfait, dit Mara après une longue gorgée. Le vrai bonheur n'est jamais si impeccable. Une observation sage. Céron s'assit en face d'elle. Tu apprends vite. Je n'ai pas le choix, répondit Mara amèrement. Apprends vite. Ou meurs. C'est l'essence de la survie, acquiesça Céron. Serafina s'approcha, ses mouvements souples et prédateurs. Dis-moi, mortel, quelle vérité t'ont montré les autres miroirs? Quelle version de toi-même as-tu trouvé la plus effrayante? Mara hésite. Il semblait dangereux de partager cette vulnérabilité avec cette créature, mais elle se souvint des paroles antérieures de Céron, qu'elle n'avait pas besoin de prétendre être polie. Le miroir qui me montrait comme tyran, dit-elle finalement. La version de moi qui opprimait les autres, comme j'ai été opprimée, ça m'a effrayée le plus, parce que, elle fit une pause, cherchant les bons mots, parce que je pouvais voir la tentation en elle, l'attrait d'être de l'autre côté du pouvoir. Les yeux de Sérafina brillèrent de quelque chose qui pourrait être du respect, honnête. J'aime ça, elle se tourna vers Céron. Peut-être as-tu raison à propos de celle-ci, peut-être est-elle différente. Le temps le dira, dit Céron. Il reste encore 5 nuits. La 3e nuit arriva plus vite que Mara ne l'aurait souhaité. Elle avait passé la journée dans un état de repos tendu, incapable de se détendre complètement, sachant ce qui viendrait avec le crépuscule. Cette fois, quand elle retourna à la bibliothèque, Céron était seul. Serafina n'était nulle part en vue, ce dont Mara était reconnaissante. Il y avait quelque chose chez la femme aux yeux violets qui la mettait profondément mal à l'aise. La 3e porte, dit Céron en la conduisant aux portes restantes. Celle-ci était en malachite verte, la surface polie et tourbillonnante, de motifs naturels. La 3e épreuve, continua Céron, et la perte. Derrière, tu seras confronté à ce que tu crains le plus de perdre, et tu devras choisir ce que tu abandonneras pour continuer. Le sang de Mara se glaça. Choisir, qu'est-ce que cela signifie? Tu comprendras quand tu seras à l'intérieur. L'expression de Céron était impénétrable, mais je te dirai ceci, cette nuit brise la plupart de ceux qui survivent aux 2 premières. C'est une chose de confronter tes propres peurs, et vérité, c'est tout autre chose de choisir ce que tu sacrifieras. Il ouvrit la porte de malachite, et Mara vit une pièce doucement éclairée derrière, pas menaçante, dans son apparence, mais d'une certaine manière c'était encore plus troublant. Elle entra, la pièce était circulaire, avec 3 piédestaux disposés au centre. Sur chaque piédestal se tenait une sphère de lumière brillante, et dans chaque sphère, Mara pouvait voir une image. La première sphère montrait sa mère, allongée dans son lit, mais plus malade. Elle avait l'air en bonne santé, vivante, souriante, pendant qu'elle parlait avec Élie. La 2e sphère montrait sa sœur, vêtue de beaux vêtements, entourée de livres dans ce qui ressemblait à une université, le rêve qu'Élise avait toujours chéri, mais n'avait jamais espéré réaliser. La 3e sphère montrait Mara elle-même, mais pas comme elle était maintenant. Cette version d'elle rayonnait de confiance et de force. Elle se tenait droite, non courbée par le fardeau, ses yeux clairs et sans peur. Une voix remplit la pièce, pas celle de Céron, mais quelque chose de plus ancien, de plus impersonnel. 3 vies, 3 possibilités, tu ne peux en sauver que 2. Choisis quelle personne perdra son avenir. Le souffle de Mara se coupa. Non, ce ne pouvait pas être réel. Ce n'est pas juste, cria-t-elle dans le vide. Je ne peux pas choisir entre elles. Mais tu dois, répondit la voix. C'est la nature de la perte. Elle ne demande pas la justice. Elle exige seulement un choix. Mara s'approcha des sphères, étudiant désespérément chaque image. Sa mère, enfin libre de la douleur. Sa sœur, atteignant ses rêves. Elle-même, libérée du fardeau qu'elle avait porté si longtemps. Comment pouvait-elle choisir? Chaque choix était une trahison. Si elle sacrifiait sa mère, la femme qui lui avait donné la vie, qui l'avait élevée avec tant d'amour, mourait dans la maladie. Si elle sacrifiait Élise, sa sœur resterait piégée dans le même cycle de pauvreté et de désespoir que Mara essayait d'échapper. Si elle se sacrifiait elle-même, elle resterait à jamais la version brisée et chargée d'elle-même, jamais capable de dépasser le poids qui la tirait vers le bas.
Des larmes coulèrent sur le visage de Mara tandis qu'elle se tenait entre les sphères, déchirée par une décision impossible. Puis, lentement, elle commença à comprendre. Ce n'était pas seulement à propos du choix, c'était à propos de la priorité. De comprendre ce qui comptait vraiment. Sa mère était malade, oui, mais elle avait déjà vécu une vie riche, bien que difficile. Elle avait aimé et avait été aimée. Elle avait élevé des enfants. Elle avait trouvé un sens, malgré les difficultés. Élise était jeune, pleine de potentiel, avec toute sa vie devant elle. Elle méritait la chance de prospérer, de grandir, de devenir ce qu'elle voulait être. Et Mara, elle-même, elle n'était qu'un outil, un moyen de sauver les autres. Sa propre transformation, sa propre paix était secondaire au bien-être de ceux qu'elle aimait. Où l'était-elle? Mara fit une pause, une nouvelle réalisation se faisant jour. N'était-ce pas elle-même une sorte de mensonge? L'idée que son propre bien-être était sans importance, qu'elle n'avait de valeur que par le sacrifice de soi. Les miroirs lui avaient montré que la vérité était complexe. Peut-être que c'était aussi le cas ici. Et si le choix n'était pas qui elle devrait sacrifier, mais qui elle prioriserait? Et si elle pouvait se sauver elle-même sans abandonner les autres? Je refuse de choisir, dit soudainement Mara, sa voix étonnamment ferme. Tu dois choisir, répéta la voix. Non, insista Mara, l'épreuve et la perte, as-tu dit? Mais j'ai déjà confronté la perte. J'ai perdu mon père. J'ai perdu ma sécurité. J'ai perdu ma paix. Je connais la perte plus intimement que la plupart des gens ne le feront jamais. Elle recula des sphères, mais j'ai aussi appris que la perte n'est pas la fin. C'est une transformation. Si je perds ma mère, je porte toujours son amour en moi. Si je perds ma sœur, le lien entre nous demeure. Si je me perds moi-même, je pourrai trouver quelque chose de nouveau dans ce qui reste. La voix resta silencieuse pendant un long moment. Puis, tu comprends. La leçon n'est pas le sacrifice, mais l'acceptation. Toutes choses sont perdues finalement. La question n'est pas qui tu sauves, mais comment tu vis avec l'inévitabilité de la perte. Les trois sphères commencèrent à s'estomper, leurs images disparaissant dans la lumière. Mais tandis qu'elles disparaissaient, Mara sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Pas de la tristesse, mais quelque chose comme la paix. Elle ne pouvait pas tout contrôler. Elle ne pouvait pas sauver tout le monde. Mais elle pouvait choisir comment elle réagissait quand la perte venait. Elle pouvait choisir de se souvenir, d'aimer, de continuer. La porte de Malachite s'ouvrit, et Mara sortit dans la lumière du matin de la 4e eau. Les 3 nuits suivantes se fondirent en un tourbillon d'épreuves, chacune tourmentante à sa propre manière. La 4e nuit fut une épreuve de dentation. Mara fut amenée dans une pièce remplie de tout ce qu'elle avait toujours voulu. Richesse, confort, beauté, tout était à sa disposition. Elle n'avait qu'à tendre la main et le prendre. Mais chaque fois qu'elle le faisait, quelqu'un d'autre souffrait. La pièce d'or qu'elle prenait était volée à une famille. La belle robe qu'elle touchait avait été cousue par un enfant aux doigts ensanglantés. Le pouvoir qu'elle pouvait saisir était construit sur le dos d'esclaves. Mara réalisa que la vraie force n'était pas de prendre, mais de refuser. Elle quitta la pièce les mains vides, mais avec un cœur plus léger. La 5e nuit fut une épreuve d'isolation. Mara fut laissée seule dans un silence total, sans contact humain, sans voix autre que la sienne. Les heures s'étirèrent en ce qui semblait des jours. La solitude était étouffante, un poids physique qui pressait sur sa poitrine. Elle cria pour entendre sa propre voix, pleura pour sentir qu'elle existait encore. Mais lentement, elle trouva quelque chose dans ce silence. Une voix intérieure qui était plus forte que la solitude. Elle apprit à se tenir compagnie à elle-même, à apprécier les pensées que seule elle pouvait entendre. Quand la porte s'ouvrit, Mara n'était plus épuisée. Elle était centrée. La 6e nuit devait tout changer. La porte de cette nuit était faite d'obsidienne et d'argent entrelacé, un motif qui faisait mal aux yeux de Mara, quand elle le regardait trop longtemps. Théron se tenait devant, mais cette fois son expression était différente, plus grave, presque inquiète. La 6e épreuve, commença-t-il, sa voix est habituellement tendue, est différente des autres. Ce n'est pas seulement une épreuve de ta force ou de ton caractère, c'est une épreuve de nous deux. Nous deux? Demanda Mara. Confusion et soudaine inquiétude se mélangent. Théron rencontra ses yeux, et pour la première fois, Mara vit une vraie vulnérabilité dans son regard argenté. Cette nuit, tu apprendras la vérité sur le château cramoisi, sur moi, sur pourquoi je mène vraiment ces épreuves. Il ouvrit la porte, et derrière il n'y avait pas une pièce, mais un long couloir qui menait profondément dans le cœur du château, plus profond que Mara n'était jamais allée. Viens,
dit Théron en tendant sa main. Il est temps que tu vois la vérité. Mara prit sa main avec hésitation. Sa peau était fraîche, mais ses doigts se refermèrent fermement autour des siens, et ensemble ils entrèrent dans le couloir. Ils marchèrent longtemps en silence, de plus en plus profondément. Les murs ici étaient plus rugueux, plus anciens, couverts de symboles et de sculptures que Mara ne pouvait pas lire, mais qui vibraient d'un pouvoir étrange. Finalement ils atteignirent une chambre, immense, avec un plafond qui se perdait dans l'obscurité. Au centre se trouvait un sarcophage de pierre noire, gravé des mêmes symboles impossibles. « Qu'est-ce que c'est » chuchota Mara. « Ma prison, » dit doucement Théron. « Et ma malédiction. » Il la conduisit plus près, et Mara pouvait maintenant voir que le sarcophage n'était pas vide. À l'intérieur gisait une silhouette, une femme, pâle et immobile, comme si elle avait été sculptée dans le marbre. Elle était d'une beauté éthérée, ses cheveux noirs comme minuit, ses traits parfaits et paisibles. Son nom était Lysandra, dit Théron, sa voix épaisse d'émotion. Elle était mortelle, comme toi, et elle était la seule personne que j'ai jamais aimée. Le cœur de Mara se serra. Que lui est-il arrivé? Je l'ai tuée. Les mots étaient brutaux dans leur honnêteté. Pas intentionnellement, pas par cruauté, mais par ma propre nature. Elle voulait être avec moi, et moi. J'étais assez arrogant pour croire que je pouvais la protéger. Je l'ai transformée, l'ai faite comme nous. Il s'approcha du sarcophage, sa main reposant sur la pierre froide. Mais la transformation a mal tourné. Son âme mortelle ne pouvait pas fusionner complètement avec l'essence vampirique. Elle fut piégée entre deux mondes, ni vivante, ni morte, ni humaine, ni vampire, gelée dans un sommeil sans fin. Des larmes brillaient dans les yeux de Théron, la première fois que Mara le voyait montrer une émotion autre que l'intérêt calculé. Les épreuves, continua-t-il, ne sont pas seulement du divertissement ou une expérience, elles sont une quête. Je cherche quelqu'un assez fort pour survivre à ce Lysandra n'a pas pu. Quelqu'un dont l'âme est assez robuste pour endurer la transformation. La compréhension se fit jour, froide et terrible, dans l'esprit de Mara. Tu veux me transformer, ce mot si tu survis, dit Théron. Seulement si tu passes les 7 nuits et prouves que ton âme est assez forte. Alors, et seulement alors, je te demanderai de faire le choix, d'accepter la transformation et de rester avec moi, ou de prendre la fortune, et de partir pour toujours. Et si je choisis la transformation, la voix de Mara était à peine audible. Qu'est-ce qui garantit que je ne finirai pas comme elle? Rien, admit Théron. Il n'y a aucune garantie, mais les épreuves ont été conçues pour renforcer ton âme, la préparer. Chacun qui survit aux 7 a une chance, pas la certitude, mais une chance. Mara regarda la silhouette endormie dans le sarcophage. Lysandra, une femme qui avait assez aimé Théron pour risquer sa malédiction, et qui avait payé le prix ultime pour cela. La personne qui a survécu, dit soudainement Mara, celle que tu as mentionnée, elle a choisi la transformation. Oui, Séraphina, le sourire de Théron était amer. Elle a survécu aux 7 nuits, elle a accepté la transformation, et elle a réussi à devenir quelque chose entre nos deux mondes. Mais, il fit une pause, elle ne m'aimait pas, et je ne l'aimais pas. Sa transformation a réussi parce qu'il n'y avait pas de lien émotionnel pour la compliquer. Tu crois que l'amour rend la transformation plus dangereuse, réalisa Mara. Je le sais. La main de Théron se crispa sur le bord du sarcophage. L'amour de Lysandra pour moi, et le mien pour elle, a créé une résonance qui a déchiré son âme. L'émotion a amplifié la transformation, au-delà de ce qu'elle pouvait gérer. Il se tourna vers Mara, et la vulnérabilité sur son visage était choquante. C'est pourquoi je garde mes distances, c'est pourquoi je te traite comme un sujet, pas comme une personne. Parce que si je commence à ressentir, si nous commençons à nous connecter, il s'interrompit, ne pouvant finir les mots. Mara comprit. Alors l'histoire se répétera, peut-être, ou peut-être, si tu es assez forte, si ton âme est suffisamment endurcie par les épreuves, tu pourrais être la première à survivre aux deux, les épreuves, et la transformation et l'amour. L'espoir dans sa voix brisa le cœur de Mara. Ce vampire ancien et puissant qui avait vécu des siècles, réduit à un homme, désespéré s'accrochant à la plus faible chance de rédemption. La 6e épreuve, dit Théron en reculant du sarcophage, n'est pas dans une pièce ou derrière une porte, elle est ici, maintenant. Tu connais la vérité, tu comprends ce qui est en jeu. L'épreuve, elle. Or, sachant ce que je te demande, ce que tu risquerais, affronteras-tu la 7e nuit? Mara regarda entre Théron et le sarcophage.
Chaque voix logique dans sa tête lui criait de fuir. Elle avait survécu à 5 nuits, elle avait prouvé plus que quiconque ne pouvait l'attendre. Elle pouvait partir, réclamer la fortune, sauver sa famille, et ne jamais regarder en arrière. Mais, elle pensa aux jours passés dans le château, au moment où le masque de Théron avait glissé, et elle avait vu la personne en dessous, seule, chargée, aspirant à une connexion qui lui échappait toujours. Elle pensa à son propre voyage, comment chaque épreuve ne l'avait pas brisée, mais transformée. Comment elle était arrivée brisée et effrayée, et maintenant elle se tenait plus forte, plus claire, plus elle-même, qu'elle ne l'avait jamais été, et elle pensa à Lysandra, gelée dans un sommeil sans fin, un rappel du coup de l'amour et de l'arrogance. « Je reste », dit finalement Mara, les yeux de Théron s'élargirent de choc. « Mara, tu comprends le risque ?»« Je comprends », l'interrompit-elle, fermement. « Je comprends que je pourrais finir comme elle. Je comprends que c'est plus dangereux que tout ce que j'ai confronté jusqu'à présent, mais je comprends aussi autre chose. » Elle s'approcha de lui. « Ces 5 nuits ne m'ont pas seulement testé, elles m'ont changé. Chaque épreuve a enlevé une couche de peur, de doute, de faiblesse. Je ne suis plus la femme brisée qui est passée par tes portes. Et si tu meurs ?» La voix de Théron était rauque. « Alors je mourrai comme quelqu'un qui a choisi de se battre, pas comme quelqu'un qui a fui dans la peur. » Mara posa sa main sur la sienne. « Tu as cherché pendant 300 ans, Théron. 300 ans de solitude et de culpabilité. Je ne serai pas celle qui s'en va et te laisse pour 300 ans de plus. » Quelque chose en Théron se brisa. Il la tira dans ses bras, enfouit son visage dans ses cheveux. « Tu es folle, » chuchota-t-il. « Peut-être, » acquit Samara, ses propres bras s'enroulant autour de lui. Mais la folie semble être ma nouvelle spécialité. Ils restèrent ainsi, ensemble dans la chambre avec la forme endormie de Lysandra, 2 âmes, solitaires trouvant du réconfort dans l'obscurité. Finalement ils se séparèrent, et Théron la ramena à travers les couloirs, de retour à la bibliothèque. L'aube se levait, la 6e nuit, fut terminée, bien qu'aucune épreuve traditionnelle n'ait été passée, ou peut-être que l'épreuve avait été exactement cela, le choix de rester malgré la vérité. La dernière porte était différente de toutes les autres. Elle n'était pas faite d'un seul matériau, mais de tous, obsidienne, argent, malachite, or, bois, ose, et quelque chose que Mara ne pouvait identifier, mais qui pulsait de sa propre luminescence intérieure. La 7e épreuve, dit Théron, sa main reposant sur la porte, est la plus difficile. Ce n'est pas une épreuve de peur, ou de vérité, ou de perte, c'est une épreuve de volonté, ta volonté contre la mienne. Mara fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie? Derrière, Théron hocha la tête, vers la porte, se trouve une pièce, où nos consciences entreront en collision, ta force contre la mienne, ta détermination contre mes siècles d'expérience. Si ta volonté est plus forte, tu survivras à la transformation. Si la mienne est plus forte, il n'est pas besoin de finir. Tu vas essayer de me briser? Demanda Mara. Pas moi, corrigea Théron. La magie du château, canalisée à travers moi, c'est un lien ancien, créé quand ce château a été construit. Le vampire qui y réside doit payer le prix pour chaque transformation qu'il tente. Mon propre être sera utilisé contre toi, et tu ne peux pas le contrôler. C'est pourquoi tant ont échoué. Parce qu'à la fin, ils devaient me faire face, pas l'homme qu'ils avaient connu, mais le poids total de siècles de pouvoir vampirique. Mara prit une profonde inspiration. Alors ne tardons plus. Théron ouvrit la 7e porte. Derrière se trouvait non pas une pièce mais une étendue, un espace infini rempli d'énergie tourbillonnante, rouge et noire et argentée entrelacée. Mara y entra, et Théron suivit. Dès qu'ils furent tous les deux à l'intérieur, la porte se referma, et le monde explosa en sensations. La conscience de Mara fut tirée vers l'extérieur, étendue, jusqu'à ce qu'elle soit consciente de tout d'une manière impossible. Elle pouvait sentir les pensées de Théron, pas les lire, mais les sentir, le poids de ses siècles, la profondeur de sa solitude, l'acuité de sa culpabilité. Et elle pouvait sentir son pouvoir. Oh mon Dieu, le pouvoir! C'était comme essayer de résister à un océan à main nue, une force ancienne et écrasante qui pressait contre sa conscience, essayant de la submerger, de la briser, de la reformer en quelque chose de nouveau. Abandonne, chuchota le pouvoir, non pas avec des mots, mais avec une volonté pure. Lâche prise, ce serait si facile.
plus de douleur, plus de lutte, seulement la paix. Mara sentit sa prise sur elle-même se desserrer. L'envie d'abandonner était presque irrésistible. Qu'était-elle contre ce pouvoir? Une mortelle qui avait vécu à peine plus de 2 décennies, contre quelque chose qui s'étendait sur des siècles? Mais alors, elle se souvint des nuits, chaque épreuve, chaque leçon. La première nuit lui avait appris à confronter et accepter ses faiblesses. La deuxième lui avait appris à reconnaître les mensonges, même les confortables. La troisième lui avait appris que la perte était inévitable, mais pas la fin. La quatrième lui avait appris à résister à la tentation. La cinquième lui avait appris à être forte dans l'isolation. La sixième lui avait appris à choisir malgré la peur. Et maintenant la septième lui apprendrait ce que signifiait vraiment être fort. Non, répondit Mara au pouvoir. Je ne suis pas seulement une mortelle, je suis une survivante. Je suis une combattante. Je suis quelqu'un qui a choisi de se tenir debout quand il aurait été plus facile de tomber. Elle repoussa contre le pouvoir de Théron, pas en essayant de le surmonter, car cela aurait été impossible, mais en ancrant sa propre conscience, en affirmant sa propre identité. Je suis Mara Thorne, proclama-t-elle dans le vide tourbillonnant, fille d'Hélène et Marcus, sœur d'Élie. J'ai aimé et perdu, j'ai échoué et survécu. Je suis imparfaite et forte, brisée et entière, effrayée et courageuse. Je suis tout, et je suis suffisante. Le pouvoir fit rage contre elle, essayant de la déchirer, mais Mara tint. Elle pensa à sa famille, à la vie qu'elle avait vécue, aux espoirs qu'elle portait encore. Elle pensa à Théron, seule et chargée, attendant la rédemption, et elle pensa à elle-même, pas la femme, brisée qui était arrivée il y a 6 nuits, mais la personne qu'elle était devenue, endurcie par le feu, polie par les épreuves, transformée par le choix. Des heures auraient pu passer, ou des jours, le temps n'avait pas de sens dans cette étendue. Tout ce qui existait était la lutte infinie de volonté contre volonté. Et puis, lentement, le pouvoir commença à se retirer, non pas vaincu mais acceptant, reconnaissant. Mara sentit quelque chose de nouveau pulser à travers elle, plus frais que le sang humain, mais pas mort, plus fort que la chair, mortelle, mais pas inhumain. Une fusion, une synthèse entre ce qu'elle avait été et ce qu'était Théron, transformation. L'énergie tourbillonnante commença à se calmer, à se centrer, à se consolider. La conscience de Mara se retira en elle-même, mais elle était différente maintenant, étendue, changée. Quand le monde revint finalement en foyer, Mara se trouva allongée sur le sol de la pièce, Théron agenouillé à côté d'elle, son visage un masque d'inquiétude et d'espoir. Mara, sa voix tremblait. Peux-tu m'entendre? Elle ouvrit ses yeux, et Théron, ses yeux n'étaient plus bruns, ils étaient argentés, comme les siens, mais plus chauds, conservant quelque chose de leur profondeur humaine. Je peux t'entendre, dit Mara, et sa voix était la même, mais portait une nouvelle résonance. Je peux tout entendre, et elle le pouvait. Les sons du château qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant, le vent dehors, les mouvements de créatures dans les forêts au-delà, même le battement de cœur de Théron, lent et régulier, mais là, réel. Théron l'aida à se lever, ses mains tremblant alors qu'elle la touchait. Tu l'as fait, mon Dieu, tu l'as vraiment fait. Mara regarda ses propres mains, elles avaient l'air identiques, mais elle pouvait sentir la force en elle, le pouvoir qui coulait maintenant dans ses veines. Qu'est-ce que je suis? Chuchota-t-elle. Quelque chose de nouveau, feu, répondit Théron, sa voix remplie d'émerveillement, ni humaine, ni vampire, un pont entre les 2 mondes, comme Séraphina, mais, il fit une pause, cherchant les mots, mais différente, finit Mara, parce que j'ai choisi, parce que je suis venue par amour, pas par ambition. Oui, les doigts de Théron touchèrent doucement son visage, traçant les contours qui étaient les mêmes, mais d'une certaine manière, raffinés. Mara, elle le fit taire avec un baiser. Ce n'était pas son premier baiser, mais c'était son premier, en tant que, quoi qu'elle soit maintenant, et c'était électrique. Elle pouvait sentir les émotions de Théron à travers le contact, son soulagement, sa joie, son amour, 3 siècles de solitude, finalement brisés par cette seule connexion. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle. Les 7 nuits sont terminées, dit doucement Théron, tu as passé toutes les épreuves, tu as gagné la fortune, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux, l'interrompit Mara, je me suis trouvé moi-même,
et je t'ai trouvé toi. Le sourire de Théron, le premier vrai sourire sans protection qu'elle ait jamais vu de lui, était plus radieux que n'importe quelle aube. Le château cramoisi avait l'air différent dans les mois qui suivirent la transformation. Les ombres semblaient moins menaçantes, les couloirs, moins étouffants, ou peut-être était simplement que Mara les voyait maintenant avec d'autres yeux. Sa famille était prise en charge, comme promis. La fortune de Théron avait guéri sa mère, assuré une éducation à Élise, à l'université, et laissé plus qu'assez pour garantir qu'elle ne manquerait plus jamais de rien. Elle croyait que Mara avait accepté un poste d'administratrice d'un riche mécène qui vivait loin. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Elle leur rendait visite quand elle le pouvait, toujours en plein jour, toujours prudente de cacher les changements complets qui s'étaient produits en elle. Elle lui manquait, mais elle n'appartenait plus complètement à leur monde. « Tu penses encore à elle ?» dit Théron en sortant sur le balcon où Mara se tenait, regardant les forêts sous le château. « Toujours, admit Mara, mais je ne regrette rien. » Théron l'enlaça par derrière, son menton reposant sur son épaule. « Séraphina quitte le château la semaine prochaine. Elle dit que 2 transformations réussies sont plus de compagnie qu'elle ne peut en supporter. » Mara, la vampire aux yeux violets, s'était révélée être une mentor étonnamment bonne, enseignant à Mara ses nouvelles capacités, les limites de son existence, changées, mais elle avait aussi clairement indiqué qu'elle n'avait partagé ce château avec un seul occupant que parce qu'elle le devait était sa limite. « Elisandra ?» demanda doucement Mara, c'était une question qu'elle posait chaque jour. Le sarcophage dans la chambre profonde restait occupé, son occupante encore piégée dans un sommeil sans fin. Aucun changement, dit Théron, la tristesse dans sa voix. Mais Thorne travaille sur de nouvelles théories, avec 2 transformations réussies à étudier. Il croit qu'il pourrait trouver un moyen de l'atteindre. C'était un faible espoir, mais un espoir quand même. Mara avait appris à ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'espoir. Quoi qu'il arrive, dit-elle en se penchant dans l'étreinte de Théron, nous l'affronterons ensemble. Ensemble, acquiesça Théron, alors que le soleil se couchait, une vue que Mara pouvait maintenant contempler sans douleur, grâce à sa nature hybride. Elle pensa à la femme qu'elle avait été, la Mara désespérée et brisée qui s'était tenue tremblante devant les portes noires, prête à tout risquer pour sauver sa famille. Elle avait sauvé sa famille, mais en chemin elle s'était aussi sauvée elle-même. Cette nuit au château cramoisi l'avait transformée, pas seulement physiquement, mais de toutes les manières qui comptaient. Elle était morte et était renée, non pas comme un monstre, mais comme quelque chose de nouveau, quelque chose de fort, quelque chose d'entier, quelque chose d'aimé. Et alors que la nuit s'étendait sur le château, Mara et Théron se tenaient l'un l'autre, 2 âmes forgées par les épreuves, et unies par le choix, prêtes pour quel que soit l'avenir qui les attendait, ensemble.